sur Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. Je suis Barbara, coach de vie et coach sportive, passionnée de trail running. Dans l'épisode précédent, on a exploré les bases d'une pratique de trail durable en parlant de l'importance de trouver l'équilibre dans sa pratique. Cœur de Trailer s'articule autour de 4 outils indispensables pour devenir un trailer aguerri, fort et épanoui. Le développement personnel, la préparation mentale, la préparation physique et la stratégie opérationnelle. Aujourd'hui, on plonge dans le second volet, la préparation mentale. On va explorer un sujet qui touche profondément chaque coureur, qu'il soit débutant ou expérimenté. C'est la gestion des émotions. Alors peut-être as-tu déjà ressenti une vague d'émotions intenses pendant un entraînement ou en pleine course. Parfois ça donne des ailes et d'autres fois ça freine. Cet épisode te donnera des outils pour mieux comprendre l'impact de tes émotions sur ta performance, mais aussi pour apprendre à les gérer, que ce soit en pleine course ou lors de tes entraînements. Je vais te partager quelques techniques de gestion des émotions que j'utilise en tant que coach de vie et trail, et surtout des conseils pratiques pour les expérimenter. Pour illustrer tout ça, je vais te parler de ma propre expérience cette année lors de 2 compétitions d'ultra trail de 100 km, la CCC by UTMB, où j'ai dû malheureusement abandonner, et le GRC, où j'ai fini en franchissant la ligne d'arrivée. Je te propose de décomposer cet épisode en 4 grandes parties. Et on va commencer par comprendre l'impact des émotions dans la pratique du trail. On parle souvent des performances physiques. D'ailleurs, on dit qu'il faut faire du renforcement musculaire, il faut cumuler les kilomètres, il faut faire du dénivelé. Il faut se forger un physique. Mais on oublie, parfois, de moins en moins, parce que de plus en plus médiatisé aussi par les élites, mais on oublie parfois combien nos émotions influencent notre pratique, notre course, notre vie. Et oui, il faut se forger un physique, mais il faut aussi se forger un mental. Alors, combien de fois tu as enregistré tes sorties sur Strava ou sur d'autres applications comme Nolio notamment, en inscrivant la fameuse petite phrase « sortie tranquille pour dérouler les jambes », alors qu'en vrai, tu étais au bout de ta vie. La seule chose qu'on remarque sur les applications comme ça de sport, Suunto, Nolio, Strava, c'est le nombre de kilomètres que tu as parcouru ou encore tes paces, donc les temps de passage. Pourtant, il y a bien une section ressenti sur ces applications. Mais honnêtement, est-ce que tu appuies souvent sur le petit smiley vert, jaune ou rouge pour enregistrer tes sensations lors de tes sorties et surtout, est-ce que tu arrives à comparer tes sorties, les mêmes, tu sais, quand tu refais le même parcours, en fonction des émotions que tu as ressenties, les douleurs physiques, vraiment les sensations, les pensées que tu as eues, et non les stats que ça a dégagées. En fait, que ce soit la colère, la peur, la frustration, ou même la joie, l'euphorie, l'excitation, chaque émotion laisse une empreinte sur notre manière de courir. Alors pourquoi ça se produit ? Je t'expliquerai en fin d'épisode, sur la 4e partie de ce podcast, ce qui s'est passé pour moi lors de l'Ultra Trail de la CCC, by UTMB, et comment j'ai réussi à changer d'état d'esprit pour mon dernier objectif de l'année, le GRC, qui était aussi un 100 km. Alors, comment ça se produit ? Tout simplement parce que les émotions, ils sont liées à notre système nerveux. Je ne vais pas te faire un cours de physique et de neurosciences, mais ce que je peux te dire, c'est que tes sens te permettent d'agir en fonction d'une situation que tu es en train de vivre. En fonction du temps de réaction
que tu vas mettre, c'est soit ton instinct primaire qui va gérer ta réaction grâce à une émotion telle que la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, la joie, etc. Mais si ton cerveau a le temps d'analyser, on va partir sur des sentiments qui naissent de ces émotions-là et qui vont t'amener à agir. En fait, quand tu ressens ces émotions ou ces sentiments, ton corps libère des hormones qui peuvent soit augmenter ta vigilance et ta motivation, soit t'épuiser davantage. Je vais te donner un exemple qui est très parlant et souvent on l'utilise quand on parle de préparation mentale, mais on l'utilise aussi quand on parle de la gestion du stress. C'est la réaction fight, flight, freeze. Autrement appelée en français la réaction combat-fuite, auquel moi je rajoute le côté tétanie, le côté gel. Quand tu es face à une situation vécue comme une menace, tu as besoin de carburant, qu'on appellera les hormones, pour combattre ou fuir. Mais dans certains cas, la réponse c'est la tétanie. On le voit parfois, certains athlètes, notamment là au JO, ont du mal en fait avec les starting blocks parce qu'il y a cette histoire-là de montée en stress, de montée en pression très très importante. Et s'ils n'arrivent pas à gérer cette montée en stress, cette montée en pression, ils se retrouvent comme tétanisés sur les starting blocks. Ou alors ils se retrouvent à faire des faux départs parce que justement, trop dans le combat, trop dans la fuite. Et donc important de pouvoir identifier les mécanismes que tu mets en place face à certaines de tes émotions, à la fois pour les gérer quand elles te freinent, mais aussi pour pouvoir en tirer des bénéfices quand elles te portent vers l'avant. Donc j'avais besoin vraiment, dans cette première partie, de t'expliquer l'impact des émotions, mais surtout des mécanismes du cerveau et du corps au niveau physiologique sur ce qui va se passer à l'intérieur de toi et pourquoi les émotions sont importantes, quel impact elles ont sur tes actions, tes réactions, comment les gérer concrètement pendant ta pratique du trail, mais ça va forcément avoir une réaction transversale dans ta vie de tous les jours. Si tu es capable de te forger un mental, d'utiliser des techniques lors de ta pratique du trail, de mieux gérer tes émotions, et donc ça veut dire aussi de mieux les écouter, de mieux les comprendre, tu seras capable dans ta vie de tous les jours de faire ça aussi. C'est une compétence que tu vas gagner, un apprentissage, une expérience. Alors évidemment, je vais t'expliquer autour de 3 grandes techniques comment tu peux apprendre à gérer tes émotions. Alors, il existe pléthore de techniques pour gérer ses émotions, mais l'essentiel pour moi, c'est de trouver celle qui fonctionne pour toi, celle qui fonctionne le mieux pour toi. Ça sert à rien d'aller voir ce que font les autres, ou en tout cas ça sert juste pour voir ce qu'ils font, et les essayer, mais si ça ne marche pas pour toi, laisse tomber, passe à autre chose. Ça ne sert à rien de persister, de s'entêter. Il y a des choses qui ne nous correspondent pas forcément parce que c'est hors de notre schéma de pensée, parce que c'est hors de notre vision, hors de nos compétences actuelles et qu'on a besoin de faire un chemin peut-être pour acquérir cette compétence-là, cette vision, etc. Donc, il faut expérimenter différentes techniques, différentes approches, différents coachs, différents enseignants. Ici, je vais te présenter quelques techniques, donc il va y en avoir 3, que tu pourras expérimenter et adapter à tes besoins. Tu le sais, je suis coach sportive, je l'ai dit en début de ce podcast, mais je suis aussi coach de vie et enseignante de yoga. Et c'est un yoga qui est spécifiquement adapté aux coureurs à pied. La méthode qu'on va utiliser dans le running yoga, ça vient d'une lignée, d'une vision
du yoga de l'énergie. Le yoga de l'énergie, en fait, c'est vraiment basé sur un exercice respiratoire. C'est comment lier la respiration au mouvement. Donc en clair, ce n'est pas le mouvement qui va impliquer la respiration, mais bien la respiration qui va être au centre de ta mise en mouvement. Je vais donc évidemment commencer par ça, par la respiration. Parce qu'on a toujours l'impression que la respiration c'est normal, c'est facile, c'est fluide, tout le monde le fait. Mais finalement, dans cette société où le stress est permanent, on se rend compte, en tout cas nous, coachs sportifs et enseignants de yoga, que la respiration, elle n'est pas du tout contrôlée et elle est voire même parfois complètement absente, puisqu'on fait des apnées, quand on parle, on fait des apnées du sommeil, et on a des maladies autour de cette respiration qui est saccadée, notamment avec la non-utilisation des différents étages de la respiration par l'être humain, occidental le plus représenté, évidemment, à cause de toute cette société qui malheureusement nous met dans le tourbillon de la vie et dans ce train qui roule à toute vitesse sans qu'on puisse, en tout cas, qu'on ait des difficultés, on va dire, à mettre pause et à prendre conscience de ça. Et donc cette respiration qui pourrait paraître normale, vitale, j'ai envie de dire, eh bien on ne la maîtrise plus. Et l'une des méthodes les plus simples et efficaces pour calmer les émotions, c'est la respiration. Alors, comme j'aime à le répéter, souvent, ce qui est simple est le plus efficace. Et la respiration lente, profonde, agit directement sur le système nerveux parasympathique. C'est celui qui est responsable en fait des réponses de relaxation dans le corps. Donc en ralentissant et en approfondissant la respiration, on envoie des signaux au cerveau qui l'informent qu'il n'y a pas de danger. Ça réduit le rythme cardiaque, ça diminue la pression artérielle, ça favorise un état de calme par la réaction en chaîne en cascade d'hormones qui vont se diffuser dans ton corps. En retour, cette détente physique crée les conditions idéales pour avoir un état d'esprit plus clair, moins submergé par les émotions. Ça peut être des émotions de stress, de peur, de frustration, mais ça peut être aussi d'excitation. Quand on est très excité par quelque chose, parfois on perd ses moyens. En trail, où finalement les émotions peuvent être amplifiées par la fatigue, par les défis physiques, retrouver cette clarté mentale grâce à une respiration contrôlée aide à rester concentré, à éviter de prendre des décisions impulsives, à rester lucide pour éviter les accidents et surtout à maintenir un état d'esprit positif et motivé. Alors l'inverse est vrai aussi par rapport au système nerveux parasympathique, c'est-à-dire qu'en fonction de la technique de respiration que tu vas utiliser, tu peux activer ton système nerveux orthosympathique. C'est celui qui va te faire gagner en énergie, c'est celui qui va te faire retrouver de la motivation, retrouver de la forme, retrouver de l'entrain, de l'énergie. Du coup, il est important de pouvoir pratiquer ce type d'exercice d'abord au calme. Dans un premier temps, pour expérimenter, pour voir comment ça fonctionne dans ton corps, comment ça réagit. Est-ce que en ayant des respirations lentes et profondes, est-ce que tu te sens bien ou est-ce qu'au contraire tu te sens un peu plus stressé? Parce que ça peut arriver au départ, puisque c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Tu peux aussi avoir la tête qui tourne. Tu peux avoir des nausées, tu peux avoir des bâillements, par exemple. Donc, c'est intéressant de pratiquer la respiration lente et profonde, ou en tout cas une technique de respiration de ton choix, vraiment à la maison, au calme, sur ton tapis. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je préconise de faire du yoga
Parce que le yoga a toute sa place dans l'entraînement en préparation mentale et physique du trailer. D'ailleurs, on le voit de plus en plus, Camille Bruyat en fait l'apologie depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, et de plus en plus de trailers viennent à parler de la préparation mentale, mais viennent aussi parler de la préparation de la mobilité, du renforcement grâce au yoga. Et c'est vraiment un complément qui est très intéressant. Parce que conscient, parce qu'il allie en fait plusieurs pans de l'entraînement du trailer. Donc en exercice pratique, ce que je peux te proposer, c'est d'essayer la méthode de respiration où tu inspires profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Donc tu inspires jusqu'à 4. Tu retiens ton souffle 4 secondes. Et puis tu expires lentement par la bouche, et toujours 4 secondes. Et tu recommences jusqu'à ce que tu sentes que tu es apaisé, que tu es calme, que limite tu as envie d'aller te coucher et que tu bailles. Donc je répète la technique. Tu inspires profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Tu retiens ton souffle 4 secondes. Puis tu expires lentement par la bouche en comptant jusqu'à 4. Et tu le fais plusieurs fois. Alors je te déconseille de le faire plus de 3-4 minutes parce qu'après justement tu vas avoir peut-être des effets indésirables, en tout cas quand tu commences la pratique, quand tu es vraiment débutant. Après ça devient une habitude, donc ton corps lui il s'adapte et il n'y aura plus de soucis. Il existe, comme je te disais tout à l'heure, d'autres techniques de respiration. La cohérence cardiaque, il existe aussi le 4-6-8, je crois, la technique Wim Hof aussi. Il y a énormément de techniques de respiration. Moi, personnellement, j'ai créé un workbook de respiration en fonction de l'objectif que j'ai. Si j'ai l'objectif d'aller me coucher, je sais que j'ai une technique de respiration qui fonctionne, je l'utilise et ça me donne envie d'aller dormir. Le matin, quand je me réveille, je sais que j'ai une technique de respiration pour me mettre un petit coup de boost. J'utilise cette technique-là. D'ailleurs, si tu as envie de recevoir le workbook, je peux éventuellement te le mettre à disposition. Il suffit que tu m'envoies un message ou que tu me laisses un commentaire sur le podcast ou sur le compte Instagram. Donc moi, je pratique différentes respirations à la maison, mais aussi lors de mes entraînements en trail pour voir qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que aujourd'hui ça fonctionne? Est-ce qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas? Et surtout l'effet que ça a, que ça me procure au niveau de mon corps et au niveau de mon état d'esprit. J'ai constaté que quand je suis plutôt en respiration saccadée, c'est-à-dire en fermeture au niveau de la cage thoracique, un peu penchée, tu sais, au niveau des épaules vers l'avant, comme quand on tient son téléphone et qu'on est en train de scroller. Donc du coup, qu'on a vraiment le cœur fermé, hein, tu vois, la cage thoracique complètement avachie. J'ai souvent un état d'esprit défaitiste et un corps qui est très attiré vers le sol, très lourd. Alors que quand je respire profondément en utilisant mon ventre et ma cage thoracique, que j'ai une posture beaucoup plus droite, où les omoplates sont légèrement vers le bas, là je me sens légère, je me sens forte, je me sens conquérante. Et du coup, ma façon de penser, elle est plus optimiste. Alors, si ça t'intéresse, je te propose de l'écrire en commentaire de ce podcast. Et je ferai peut-être un épisode complet sur la respiration pour te parler un petit peu plus de pratique, pour te livrer aussi un petit peu mes techniques préférées. En tout cas, cette pratique-là, en 4-4-4 et donc en 3 temps, donc j'inspire, je retiens, j'expire, elle est très intéressante à mettre en place puisque tu peux compter tes pas quand tu es en train de faire ta pratique de trail. Donc je te propose d'essayer et si tu veux me partager tes ressentis sur ta pratique, tu as aussi le compte Instagram du podcast Cœur de Trailer, le podcast. Alors si tu veux bien maintenant, on va passer à la deuxième technique
Donc je t'ai parlé que j'étais enseignante de yoga, donc je t'ai parlé de la technique de respiration, mais je suis aussi coach de vie spécialisée en PNL. La PNL, qu'est-ce que c'est ? Je te fais juste un petit aparté pour t'expliquer. C'est la programmation neuro-linguistique. Ça décrit comment les interactions entre la pensée et le langage organisent le fonctionnement de notre corps et de nos comportements et le résultat que nous obtenons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En clair, ça veut dire que le système neurologique, donc le cerveau, il régule le fonctionnement de notre corps. Ça, jusque-là, a priori, je pense que ça, tu le savais. Et le langage, donc les mots que tu vas avoir, donc que tu vas verbaliser, mais aussi ceux que tu vas non verbaliser, que tu vas avoir en discours interne, ils déterminent notre manière d'interagir avec les autres. Et nos programmes, donc nos programmes, c'est nos expériences, notre culture, notre éducation, etc., etc., déterminent le modèle du monde que nous créons, donc notre vision. Et en fait, la PNL, ça va être un outil qu'on va utiliser en coaching pour reprogrammer le cerveau, pour changer son discours, afin de changer sa programmation, afin de changer l'interaction qu'on a avec les autres, donc les comportements qu'on va avoir, et donc de conditionner le cerveau à sortir des schémas répétitifs, sortir de sa zone d'habitude pour instaurer un changement durable. Et dans les techniques de PNL, il y en a plusieurs. Là, je vais t'en partager 2. Il va y avoir la pensée positive, avec le discours interne positif, je vais y arriver, et la visualisation. Donc la pensée positive, elle aide à transformer un discours interne négatif en une source de motivation. En gros, c'est voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est choisir les bons mots, choisir des phrases positives. Je te donne un exemple. Je suis pas compétente, c'est une phrase négative. Mais si tu dis je vais acquérir les compétences pour, là c'est une phrase positive. On n'est plus dans un problème, on est dans un challenge à résoudre. Et donc l'état d'esprit est différent. Choisir les bons mots, donc des phrases positives, et miser sur tes points forts. Miser sur tes points forts, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de points faibles ou d'axes d'amélioration, comme on dit. C'est juste que tu as des points forts, on va les utiliser pour maximiser tes chances de réussir. Mais aussi, on va travailler tes axes d'amélioration pour aller dans ce sens de la réussite. Mais ce n'est pas en travaillant ces points faibles qu'on va réussir. C'est justement en maximisant ses chances, grâce à ces points forts, qu'on a plus de chances de réussir. Et donc ça, c'est un discours optimiste. Et ce changement de discours fait une énorme différence sur l'état d'esprit et sa capacité à tenir lors des entraînements qui sont difficiles, par exemple l'hiver, quand il fait froid, qu'il fait nuit, qu'il pleut, etc. Mais aussi lors des trails, et notamment lors des trails d'endurance, les ultras. Parce que clairement, alors qu'à mesure que la nuit avance, que tu vois que tu fatigues, comme par exemple moi à la CCC ou au GRC, clairement les conditions météo se sont tellement dégradées que tu peux te poser la question si tu vas continuer ou pas, si tu vas y arriver ou pas. Et là, si tu choisis pas les bons mots dans ta tête, si tu n'as pas des phrases positives, si tu mises pas sur tes points forts et que tu maximises pas tes chances de réussite, grâce à ce discours d'optimisme, mais tu vas dans le mur en fait. Alors pour le GRC par exemple, j'ai volontairement utilisé des mots d'encouragement et de motivation pour chaque étape difficile. Et je me parlais à voix haute,
Alors évidemment, je le faisais quand il n'y avait pas trop de monde à côté de moi, pour pas passer pour une folle, mais j'ai aussi écrit des phrases sur mon plan de course que je me répétais. Cette course, c'est la tienne. Tu vas y arriver. Il n'y a pas d'abandon qui tienne. Tu peux le faire, ça va passer. Tu sais de ce dont tu es capable. Et ça m'a aidé à reprogrammer le mental et à me redonner confiance, à continuer là où parfois c'était difficile. D'ailleurs, je t'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure dans le dernier chapitre du podcast. Et je te raconterai en fait ce qui a fait la différence entre mon abandon lors de la CCC, le 100 km de l'UTMB, et ma réussite au GRC sur le raid des Bogomiles à Carcassonne. Alors cette pensée positive, comment on peut l'appliquer au quotidien? Je vais donner un exercice pratique que tu pourras faire par exemple lors de ta prochaine sortie, course à pied, trail, entraînement, compétition, ce que tu veux. Choisis quelques mots, quelques phrases qui te motivent et répète-les quand ça devient dur. Alors c'est facile à dire comme ça, mais vraiment concentre-toi et réfléchis aux phrases qui ont de l'impact pour toi. Pour toi, pas pour ton voisin, pour toi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'impacte? Quels sont les mots, les phrases qui vont faire que tu vas aller au bout? Teste-les, trouve ces phrases-là qui résonnent et applique-les. Et vois ce que ça génère. Ce que je peux te conseiller aussi de très concret, c'est de te préparer des phrases positives à te dire lorsque tu sens vraiment que tu as un doute qui arrive. Par exemple, mes qualités, c'est ça. Je sais que je peux y arriver parce que j'ai ces qualités-là. Chaque pas compte, même le plus petit. Est-ce que le pas précédent était si difficile? Est-ce que pour autant ça ne m'a pas fait avancer? Tu vois, par exemple, ces petites phrases un peu dev perso, mais qui peuvent vraiment changer ton état d'esprit. Ce sont des phrases simples, c'est juste là pour remplacer des pensées, des ruminations que tu peux avoir et qui vont te décourager. C'est pour te recentrer. Les ruminations, c'est quand tu te répètes sans cesse les mêmes choses négatives dans ta tête. Je ne vais pas y arriver, c'est trop difficile. L'univers est contre moi. De toute façon, c'était couru d'avance. Tu vois, toutes ces phrases-là. Et les pensées positives, je suis fort, je progresse, chaque pas compte. Tout ça, ça va effacer les pensées négatives, les ruminations, le découragement. Mais après, clairement, c'est à toi de faire le taf. C'est à toi de faire le taf. Ça veut dire que si derrière, t'as pas pris 5 minutes pour savoir qu'est-ce qui te motivait et qu'est-ce qui est le feu sacré en toi, et ça, je t'invite à écouter le premier épisode de Cœur de Trailer pour t'y aider, si tu ne le sais pas. La troisième technique et donc de la PNL que je voulais te proposer, donc c'est la troisième technique du podcast, mais c'est la deuxième technique de PNL, ça consiste en fait à visualiser. Alors la visualisation, je suis sûre que tu en as déjà entendu parler, et ça consiste en fait à te projeter mentalement en train de réussir ou en train de dépasser une situation difficile. Alors dit comme ça peut paraître utopiste, mais en fait, il y a des études en neurosciences qui ont démontré que le cerveau, accroche-toi bien, le cerveau fait très peu la différence entre une situation vécue et une situation imaginée de toute pièce. Je vais répéter parce que je pense que tu ne me crois pas. Le cerveau fait très peu la différence entre une situation vécue et une situation imaginée de toute pièce. Je te donne un exemple. Un basketteur qui visualise le geste parfait va créer des schémas corporels, des schémas neuronaux, des circuits qui vont maximiser ses chances d'adopter le geste parfait. Alors ça ne va pas remplacer les centaines d'heures d'entraînement, mais ça va optimiser, ça va maximiser le potentiel. C'est pareil en trail. À l'entraînement ou lors de tes compétitions,
si tu essaies de visualiser ta foulée, ta posture, mais aussi ton parcours, c'est ce que font d'ailleurs en Formule 1 et en MotoGP les pilotes. Si tu visualises ton parcours, que tu imagines que tu surmontes les difficultés, que tu franchis la ligne d'arrivée, et qu'en plus à ça tu rajoutes toutes les émotions, tous les ressentis que tu vas pouvoir vivre et que tu t'associes à cette idée, alors là tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Ça prépare ton esprit à affronter ces moments pendant la course. C'est du conditionnement. En astuce, je pourrais te proposer qu'avant une grosse sortie, tu prends 2 minutes. Tu vois, t'es parti de chez toi, tu as fait un peu de route pour aller à ta sortie, pour ton entraînement, tu as posé ta voiture, tu es en train de te préparer, tu prends 2 minutes, tu bois un coup d'eau, tu respires un bon coup, tu te poses, tu visualises le parcours, les moments difficiles que tu pourrais avoir, et tu imagines que tu les surmontes, tu imagines toutes les sensations que tu vas ressentir pendant ton parcours, comment tu vas bouger, comment tu vas te mettre en mouvement, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas respirer, quelles émotions tu vas ressentir, etc. Et ça, ce processus te conditionnera à faire face aux difficultés avec calme, mais aussi avec confiance. Donc on a vu 3 méthodes, 3 techniques, mais je te l'ai dit tout à l'heure, il existe bien d'autres méthodes de gestion des émotions. Et l'essentiel, encore une fois, c'est de tester, de voir ce qui te correspond, ce qui te va, tu prends, ce qui ne te va pas, poubelle. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène un peu à notre challenge de la semaine, puisque je ne sais pas si tu es au courant, si tu as écouté le premier épisode, mais moi j'aime bien, toutes les semaines, à chaque épisode de podcast, de te donner un petit challenge pour la semaine d'après. Et pour cette semaine, je te propose d'expérimenter une des 3 techniques que je t'ai données lors de tes prochains entraînements ou lors de tes prochaines sorties. Donc choisis celle qui te parle le plus là comme ça d'emblée, entre la respiration contrôlée, la pensée positive ou la visualisation. Après, si tu veux toutes les essayer, tu fais bien comme tu veux. Mais surtout, trouve celle qui vraiment fonctionne pour toi. Si aucune des 3 ne fonctionne ou que ça te paraît insurmontable de les mettre en place, n'hésite pas à aller voir ce qui se fait ailleurs. N'hésite pas aussi à aller vérifier les informations que je te donne ailleurs. Je n'ai pas la vérité absolue, je ne sais pas tout. Et si ce que je te dis ce n'est pas clair, rien ne t'empêche d'être proactif et d'aller vérifier, d'aller te faire expliquer autrement. Donc choisis une des 3 méthodes ou une autre que tu auras vue ailleurs et observe. Vois comment ça impacte tes entraînements, ta course, ton état d'esprit, mais aussi ta vie de tous les jours, dans tous tes domaines de vie. Et dans le premier épisode du podcast, je t'avais conseillé de prendre un petit carnet. Et dans ce carnet-là, du coup, note tes observations. Comment tu te sens, si ça a eu un effet sur ta performance, sur tes ressentis, sur ta respiration, sur ton temps, sur tout ce que tu veux. C'est toi qui choisis. Et avec le temps, tu pourras affiner cette gestion des émotions pour tirer le meilleur de toi-même, quel que soit ton objectif. Allez, maintenant j'aimerais finir ce podcast avec mon retour d'expérience sur la CCC et le GRC et comment je suis passée de l'abandon à la réussite, à la ligne d'arrivée, grâce à la gestion des émotions. Donc pour illustrer le pouvoir de la gestion des émotions en course, j'avais envie vraiment de te partager cette expérience personnelle, ces 2 ultras très différents que j'ai vécu cette année. Donc la CCC by UTMB 100 km, 5800 de dénive dans les Alpes et le GRC 100 km, 4000 et quelques de dénivelé dans l'Aude, donc à Carcassonne. Et ces 2 courses m'ont appris énormément, surtout sur la manière dont mes émotions et mon mental influencent chaque minute, chaque étape d'un ultra. Je ne sais pas si tu me suis sur les réseaux sociaux, mais pendant la CCC, j'avais
vraiment divulgué plein d'informations, enfin en tout cas en amont. Pendant 1 an, j'avais vraiment parlé beaucoup de mes entraînements, parlé beaucoup de la CCC, de l'objectif, etc. Et la CCC, c'est une course prestigieuse de l'UTMB et je suis partie avec énormément de pression. Et cette pression, elle venait des réseaux, évidemment, elle venait aussi un peu de mes amis, de ma famille, sans le vouloir, et aussi des professionnels du monde du trail que je côtoie. On m'attendait un peu au tournant, en tout cas j'avais l'impression qu'on m'attendait au tournant. Tout le monde suivait cette course et chantait en fait vraiment le poids des attentes des gens. Je ne sais pas si c'est vraiment eux qui avaient des attentes ou si c'était moi qui avais l'impression qu'ils avaient des attentes, mais en tout cas, j'avais cette pression. À ça s'ajoutaient quand même les défis de l'année qui avaient été compliqués. J'ai eu des blessures, 4 mois de blessures. J'ai eu le Covid long, donc pendant 1 mois et demi. J'avais une charge de travail énorme pour développer mon entreprise To Believe Coaching. En parallèle, j'avais aussi la formation de coach sportif au club de Balma. J'avais des projets aussi de stage. Enfin bon, bref, mentalement, j'étais déjà épuisée avant même de commencer. Et physiquement, j'étais pas au top. Et d'un point de vue émotionnel, j'avais reçu des messages haineux quelques semaines avant sur ma boîte mail personnelle de professionnels de la montagne. Et ça m'avait profondément affectée. Ça avait aussi un peu ébranlé mon sentiment de légitimité. Et sur place, en fait, je me suis rendu compte à Chamonix que c'était pas vraiment ma course. C'était pas mon atmosphère et mon pourquoi. Tu vois, je sais pas si tu as écouté le premier épisode du podcast, mais en tout cas, je t'invite à le faire si ça n'a pas été le cas. Mon pourquoi, cette motivation personnelle, elle n'était pas alignée avec les valeurs de l'épreuve que je ressentais à ce moment-là. Et je ne me sentais pas à ma place dans cet événement qui était ultra médiatisé. Chaque kilomètre me semblait un fardeau. Et j'éprouvais aucun plaisir. Contrairement aux valeurs que je défends sur ce podcast et aussi sur mes comptes, sur mes réseaux sociaux. Et à 75 km, j'ai finalement décidé d'abandonner. C'était 4 heures du matin, j'étais fatiguée, j'avais aucun pépin physique. Moralement, ça allait, mais j'étais épuisée. Et j'ai fait le choix qui n'a pas été facile, j'ai réfléchi un moment. Je suis même repartie du dernier ravito que j'ai fait, donc à Trien. Et finalement, dans la montée, je me suis posé cette fameuse question du pourquoi. Je me suis posé la question de est-ce que je continue à souffrir, à porter ce fardeau encore quelques kilomètres ou est-ce que je rentre me coucher et terminer bonsoir comme on dit. Mais il m'a fait réaliser à quel point ce trail-là, il m'a fait réaliser à quel point les émotions, mais aussi l'environnement et ma préparation mentale forcément, avaient affecté les conditions de la course. Ce qui n'a pas été du tout le cas au GRC. Quelques semaines plus tard, donc après la CCC, je prends la décision de m'inscrire sur une nouvelle course, donc le GRC, dans l'Aude, donc à la maison, pour honorer en fait mon objectif de l'année. J'avais l'objectif de courir un 100 km cette année, c'était comme ça, je me l'étais fixé, je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Mais cette fois, c'était vraiment un cadre bien différent. Cette course, elle est plus intime, il y a moins de monde, elle est loin des réseaux sociaux, de la surmédiatisation. Elle n'est pas secrète, mais en tout cas, moi, je l'ai rendue secrète parce que j'en ai pas parlé. J'en ai parlé peu à mon entourage. Très peu de personnes étaient au courant. Et contrairement à la CCC, je l'abordais sans pression. J'étais entourée d'un environnement positif et familier, avec ma famille, avec mes amis proches, et avec peu de gens pour me voir, mais quand même un soutien de fond. Je savais que autour de moi, j'avais des gens solides, qui étaient là avec bienveillance, sans jugement, pour me soutenir. Et cette fois, je me suis recentrée vraiment sur moi-même. J'ai coupé le téléphone, j'ai coupé les réseaux, j'ai parlé très peu et j'ai recentré toute mon intention sur mon pourquoi
la raison profonde qui fait que je participe à ce genre de course, qui fait que je continue à m'entraîner, qui fait que je continue à aimer cette pratique. Et avec cette approche nouvelle, j'ai appliqué les techniques de gestion des émotions dont je t'ai parlé ici. Donc chaque étape de cette course, ça m'a évidemment rapproché de mes valeurs. Et même si le résultat clairement n'était pas aussi impressionnant que j'avais pu l'espérer, je suis quand même allée au bout. Et cette fois, j'ai réussi là où j'avais échoué quelques semaines plus tôt, non pas par une meilleure forme physique, même si j'ai quand même eu des records personnels pendant cette course, alors que je ne croyais pas du tout faire ces temps-là, mais parce que j'avais finalement appris à gérer mes émotions et à me réaligner avec mes valeurs, avec mon pourquoi. Alors je pense que maintenant il est temps de conclure. Cet épisode était un petit peu plus long que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de te partager ce dernier point sur ce qui a fait qu'au GRC j'ai réussi alors qu'à la CCC j'ai abandonné. Et donc pour conclure ce deuxième épisode sur la préparation mentale en trail, je dirais que cette année m'a appris quand même à quel point la gestion des émotions, si j'en étais pas déjà convaincue, elle est essentielle dans notre pratique. Et j'espère que ça t'a convaincu toi aujourd'hui. Qu'on soit au départ d'une cour prestigieuse ou plus discrète, la gestion des émotions, elle est quand même importante. La préparation mentale, elle est quand même importante. Et c'est l'entraînement un peu invisible. C'est l'entraînement qu'on ne fait pas parce qu'on pense qu'on peut le gérer. Parce qu'on pense que si on est fort, on va y arriver. Et que si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'on est faible. Mais moi, c'est pas ce que je pense, c'est pas ma croyance, c'est pas ma vision des choses. À la CCC, l'abandon m'a montré que sans équilibre mental, les kilomètres, ça croît à portée. Et au GRC, j'ai compris que prendre du plaisir et m'appuyer sur des techniques de gestion des émotions, ça peut transformer une épreuve en réussite personnelle, alignée avec ses valeurs, avec son pourquoi, avec des émotions positives. Et toi, du coup, quel que soit ton niveau, que tu sois débutant ou expert, que tu sois dans la performance ou dans le plaisir, ou les deux, je t'encourage à essayer une des techniques de gestion des émotions dont on a parlé aujourd'hui. La respiration, la visualisation, le discours positif. Peut-être que tu vas te renseigner sur la PNL, sur le coaching. Peut-être que tu vas te renseigner sur la préparation mentale en règle générale. Et tu vas t'orienter vers ce qui te correspond et ce qui va te permettre d'être plus épanoui. C'est la fin de ce deuxième épisode de Cœur de Trailer. Dans le prochain, on parlera de la préparation physique pendant la pause hivernale. L'hiver, c'est vraiment une période parfaite pour se renforcer, corriger ses faiblesses, si on en a, et construire une base vraiment solide pour la saison prochaine. Je te partagerai des conseils pratiques, comme d'habitude, pour optimiser ton entraînement hivernal et t'aider à devenir un trailer plus fort, prêt à attaquer les sentiers dès le retour des beaux jours. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Trailer. Si tu as aimé, pense à t'abonner et à partager le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi. Je te souhaite que chaque foulée fasse battre très fort ton cœur de trailer.